L'aube du 12 mai 1989 se levait doucement sur Saint-Lunaire, et Marguerite Dubois sentait déjà l'effervescence particulière qui précède les grands bonheurs. Depuis la fenêtre de sa petite maison de beauté, elle observait les premières lueurs dorées caresser les pavés anciens de la rue principale. Ce matin-là, elle n'était pas comme les autres. Camille Morel, cette adorable jeune femme qui illuminait chaque conversation par sa douceur naturelle, allait enfin épouser son Étienne. Marguerite connaissait Camille depuis l'enfance. Elle l'avait vue grandir, devenir cette professeure de musique respectée, aimée de ses élèves comme de leurs parents. Toute la communauté de Saint-Lunaire chérissait cette fille aux cheveux châtains qui savait faire chanter les enfants les plus timides. Son rire cristallin résonnait souvent dans les ruelles étroites, et sa présence apaisante avait ce don rare de réconcilier les cœurs les plus endurcis. Ce matin du mariage, Marguerite S. était levée plus tôt que d'habitude. Elle voulait que tout soit parfait pour Camille. Les produits de beauté étaient disposés avec un soin méticuleux, les serviettes chauffées, l'ambiance feutrée par cette lumière tamisée qu'elle savait si bien créer. Quand Camille poussa la porte vers 9h30, son sourire illumina immédiatement le petit salon. « Marguerite, je suis si nerveuse et si heureuse à la fois », murmura Camille en s'installant dans le fauteuil face au miroir orné de coquillages. Ses yeux pétillaient d'une joie profonde, mêlée à cette anxiété délicieuse qui précède les moments décisifs de l'existence. Marguerite commença délicatement son travail, cajolant chaque mèche des cheveux soyeux de Camille, appliquant avec tendresse un maquillage naturel qui rehaussait sa beauté sans la masquer. Elle parlait de l'avenir, des projets du jeune couple, de cette maison qu'Étienne et elle voulaient acheter près de la côte pour y élever leurs futurs enfants. « Vous savez, Marguerite, parfois je me demande si je mérite tout ce bonheur », confia Camille, ses doigts jouant nerveusement avec le tissu de sa robe simple. « Étienne est si bon, si patient, et tous ces gens qui viennent de si loin juste pour nous voir nous unir. J'ai l'impression de vivre un rêve. » Les paroles de Camille touchèrent profondément Marguerite. Cette humilité, cette reconnaissance pour les petits bonheurs de la vie, C.E. était tout à fait elle. Jamais une plainte, jamais un jugement dur sur autrui. Camille possédait cette sagesse rare qui sait apprécier chaque instant sans le tenir pour acquis. Vers 10h, la séance de beauté touchait à sa fin. Camille se regardait dans le miroir avec une satisfaction mêlée de émotion. Ses cheveux formaient un chignon élégant orné de quelques fleurs sauvages qu'elle avait cueillies la veille dans les dunes. Son teint rayonnait de cette lumière particulière que portent les futurs mariés. Tout en elle respirait la sérénité et l'amour. « Le vestido m'attend à la pousada », dit-elle en se levant gracieusement. « Étienne ne doit pas me voir avant la cérémonie. Alors je vais me changer là-bas avec mes demoiselles d'honneur. » Elle embrassa affectueusement Marguerite, glissa quelques pièces dans sa main en refusant catégoriquement qu'elle les reprenne et se dirigea vers la porte. Son pas était léger, presque dansant. Elle se retourna une dernière fois, esquissa un petit geste de la main et murmura avec ce sourire qui lui était si caractéristique « À tout à l'heure, Marguerite. Priez pour que je ne trébuche pas en remontant l'allée. » Marguerite la regarda s'éloigner par la fenêtre, cette silhouette gracile qui remontait la rue pavée vers le centre historique. Camille s'arrêta devant la vitrine de la boulangerie pour saluer Madame Leclerc, échangea quelques mots avec le facteur qui pédalait sur son vélo, caressa doucement la tête du vieux chien de Monsieur Morvan. Chaque geste trahissait sa nature bienveillante, cette capacité unique qu'elle avait de tisser des liens authentiques avec chacun. À 10h précises, Marguerite la vit disparaître au coin de la rue, en direction de la Pousada Océan Bleu, où l'attendaient ses demoiselles d'honneur. La dernière image qu'elle garderait d'elle serait celle de cette démarche légère, de cette main qui effleurait au passage les géraniums rouges ornant les rebords de fenêtres. Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres de là, dans le salon de réception vue sur mer, Étienne Roussel supervisait les derniers préparatifs avec cette méticulosité qu'on lui connaissait. Grand, brun, le regard doux derrière ses lunettes fines, il incarnait parfaitement l'image du fiancé attentionné.
Depuis l'aube, il vérifiait chaque détail. La disposition des tables, l'arrangement des bouquets de pivoine blanche, l'harmonie des couleurs qui devaient refléter la simplicité élégante que Camille et lui avaient souhaitée. « Monsieur Roussel, tout est prêt », l'informa le responsable du salon, un homme d'une 50aine d'années qui avait organisé tant de mariages dans cette salle mythique donnant sur l'Atlantique. Les musiciens arriveront vers midi, le photographe est déjà en place et la cuisine commence les derniers préparatifs. Étienne hocha la tête, satisfait mais visiblement nerveux. Il consultait sa montre toutes les 5 minutes, ajustait sa cravate, vérifiait l'état de ses chaussures. Instituteur de formation, il était habitué à maîtriser chaque situation. Mais aujourd'hui, émotion prenait le dessus sur sa nature organisée. Les premiers invités commençaient à arriver. Des amis d'enfance de Camille, des collègues enseignants, la famille venue de Rennes et de Nantes. L'atmosphère était chaleureuse, empreinte de cette joie communicative qui caractérise les célébrations authentiques. Chacun avait une anecdote à partager sur le couple, un souvenir attendrissant qui témoignait de la beauté de leur relation. Marie-Claire Morel, la mère de Camille, rayonnait de fierté malgré l'émotion qui lui serrait la gorge. Veuve depuis 5 ans, elle avait élevé sa fille unique avec une dévotion absolue, et voir Camille S. épanouir aux côtés d'Étienne comblait tous ses rêves maternels. Elle portait une robe bleu marine élégante et tenait nerveusement son sac à main, y vérifiant sans cesse la présence de ses mouchoirs. « Étienne, mon cher garçon », lui dit-elle en s'approchant avec cette tendresse qu'elle lui manifestait depuis le début de sa relation avec Camille. « Avez-vous des nouvelles de ma fille ?» Il est déjà plus d'11 heures. Étienne consulta à nouveau sa montre. Effectivement, Camille aurait dû arriver depuis longtemps à la Pousada. Il se dirigea vers le téléphone du salon et composa le numéro de l'établissement. Madame Bernstein, la propriétaire, décrocha rapidement. « Bonjour Madame Bernstein, c'est Étienne Roussel. Camille est-elle bien arrivée chez vous ?» Un silence de quelques secondes s'installa à l'autre bout du fil. « Non, Monsieur Roussel. Nous l'attendons depuis ce matin. Ces demoiselles d'honneur sont là, le vestido est prêt, mais elle n'est pas encore arrivée. » Une légère inquiétude commença à naître dans l'esprit de Étienne. Camille était d'une ponctualité exemplaire. Jamais elle n'aurait pris le risque d'être en retard le jour de son mariage. Il raccrocha et se dirigea immédiatement vers Marie-Claire. « Elle n'est pas encore arrivée à la Pousada », lui dit-il doucement pour ne pas alarmer les autres invités. « Elle a peut-être fait un détour pour acheter quelque chose de dernière minute ou elle s'est arrêtée pour saluer quelqu'un. » Mais au fond de lui, Étienne sentait poindre une angoisse diffuse. Il connaissait Camille mieux que quiconque. Elle était prévisible dans ses habitudes, organisée, toujours soucieuse de ne pas inquiéter les autres. Ce retard ne lui ressemblait pas. Marie-Claire partagea immédiatement cette préoccupation. « Je vais aller la chercher », déclara-t-elle en se dirigeant vers la sortie. « Elle est peut-être chez Marguerite, où elle a eu un petit problème avec sa voiture. » Mais Camille n'avait pas de voiture. Elle se déplaçait toujours à pied dans Saint-Lunaire, appréciant ces moments de tranquillité où elle pouvait observer la nature, saluer les habitants, respirer l'air marin. Était l'un de ses petits plaisirs quotidiens, cette connexion directe avec son environnement. Marie-Claire parcourut rapidement le trajet entre la maison de beauté et la Pousada. Elle interrogea tous les commerçants sur son passage. Marguerite confirma que Camille était partie de chez elle vers 10 heures en direction de la Pousada. Le boulanger se souvenait l'avoir vue passer devant sa vitrine. Le facteur l'avait croisée près de la place centrale. Mais au-delà, personne ne l'avait aperçue. Quand Marie-Claire arriva à la Pousada Océan Bleu, l'inquiétude était muée en panique sourde. Sophie et Amélie, les 2 demoiselles d'honneur, l'attendaient dans la chambre préparée pour Camille. Le vestido de mariée, d'une simplicité raffinée, était soigneusement étalé sur le lit. Les accessoires étaient disposés avec goût. Tout était prêt pour accueillir une mariée radieuse qui ne venait pas. « Nous avons pensé qu'elle était arrêtée quelque part pour se calmer », expliqua Sophie, la voix tremblante d'inquiétude. « Vous savez comme elle peut être émotionnelle. »
Peut-être avait-elle besoin de quelques minutes seule pour apprivoiser ses sentiments. Amélie renchérit. Ou alors, elle a voulu passer voir sa grand-mère au cimetière. Elle en parlait hier soir, de cette envie d'aller lui dire merci avant la cérémonie. Marie-Claire secoua la tête. Le cimetière se trouvait dans la direction opposée et Camille aurait prévenu. Non, quelque chose ne tournait pas rond. Son instinct maternel lui criait qu'un danger planait, qu'une menace impensable, était abattue sur sa fille adorée. De retour au salon de réception, l'atmosphère avait changé. Les invités commençaient à murmurer entre eux, jetant des regards interrogateurs vers Étienne, qui tentait de garder contenance. Midi approchait, et toujours aucune nouvelle de Camille. Étienne prit alors la décision d'alerter officiellement les autorités. Il se rendit au commissariat de Dinard, laissant Marie-Claire coordonner les recherches informelles avec les amis et la famille. En quelques heures, toute la communauté de Saint-Lunaire se mobilisa pour retrouver Camille. Les hommes fouillèrent systématiquement les dunes, les sentiers côtiers, les petites criques cachées où elle aimait parfois se promener. Les femmes interrogèrent chaque commerçant, chaque habitant, reconstituant minute par minute les derniers déplacements connus de Camille. Mais plus les heures passaient, plus l'évidence s'imposait. Camille Morel avait disparu. Quand le soleil commença à décliner sur l'horizon atlantique, projetant ses derniers rayons dorés sur une salle de réception vide, Étienne comprit que sa vie venait de basculer dans l'inexplicable. Quelque part, entre la maison de beauté de Marguerite et la Pousada Océan Bleu, sur un trajet de quelques centaines de mètres qu'elle avait emprunté des centaines de fois, Camille avait disparu comme si la terre l'avait engloutie. Les bougies qui devaient éclairer leur première danse resteraient éteintes. Le vestido blanc demeurerait vierge de tout serment. Et dans le cœur de tous ceux qui l'aimaient, une interrogation déchirante commençait à germer. Que était-il passé dans ces quelques minutes fatidiques qui avaient transformé le plus beau jour de leur vie en cauchemar? Les premières 48 heures qui suivirent la disparition de Camille furent un tourbillon d'émotions contradictoires. L'espoir côtoyait la terreur. L'activité frénétique alternait avec des moments de silence pesant où chacun scrutait l'horizon, guettant un signe, un indice, un miracle. Marie-Claire ne dormit pas une seconde. Elle arpentait inlassablement les rues de Saint-Lunaire, interrogeant les mêmes personnes, repassant sur les mêmes lieux, comme si la répétition pouvait faire surgir un détail oublié, une piste négligée. Ses cheveux gris étaient défaits de leurs chignons soignés. Ses vêtements froissés trahissaient l'épuisement, mais son regard gardait cette détermination farouche des mères qui refusent d'abandonner. Étienne l'accompagnait dans sa quête désespérée, mais son approche était différente. Méthodique, il établissait des listes, organisait les recherches par secteur, coordonnait les efforts des bénévoles. Était sa façon de lutter contre l'angoisse, structurer le chaos, donner un sens à l'incompréhensible. Pourtant, derrière cette façade organisée, ses amis proches percevaient la faille qui s'élargissait. Ses mains tremblaient légèrement quand il consultait ses notes, sa voix se brisait parfois au milieu d'une phrase. L'inspecteur Jean-Paul Morvan, dépêché de Dinard pour diriger l'enquête, était un homme d'expérience. Proche de la retraite, il avait traité des dizaines de disparitions au cours de sa carrière. La plupart étaient résolues en quelques jours. Fugues temporaires, accidents bénins, malentendus familiaux. Mais le cas de Camille Morel présentait des caractéristiques troublantes qui éveillaient son instinct professionnel. « Madame Morel », dit-il doucement à Marie-Claire lors de leur premier entretien formel, « je dois vous poser des questions difficiles, mais elles sont nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé. Camille avait-elle des problèmes personnels que vous connaissiez ? Des difficultés financières, des tensions avec M. Roussel, des soucis professionnels ?» Marie-Claire secoua énergiquement la tête. « Inspecteur, ma fille était épanouie. Elle adorait enseigner. Ses élèves l'adoraient en retour. Avec Étienne, ils formaient un couple solide, uni. Ils préparaient leur mariage depuis des mois, avec une joie évidente. »« Non,
Il n'y avait aucun problème. L'inspecteur Morvan prit des notes détaillées, mais cette perfection apparente l'intriguait. Dans son expérience, les disparitions soudaines cachaient toujours des fissures invisibles, des secrets bien gardés, des souffrances silencieuses. Il décida d'approfondir ses investigations en interrogeant séparément tous les proches de Camille, Sophie et Amélie. Les demoiselles d'honneur confirmèrent l'image d'une jeune femme heureuse et équilibrée. Camille rayonnait littéralement ces dernières semaines, témoigna Sophie, les yeux rougis par les larmes et l'insomnie. Elle nous parlait de ses projets avec Étienne, de cette envie d'avoir des enfants rapidement, de cette maison qu'ils voulaient aménager ensemble. Jamais nous n'avons perçu la moindre inquiétude chez elle. Amélie ajouta un détail qui retint l'attention de l'inspecteur. La seule chose qui la préoccupait parfois, était l'état de santé de sa mère. Depuis la mort de son père, elle s'inquiétait pour Marie-Claire, craignait qu'elle se sente seule, mais même cela, elle l'abordait avec cette maturité qui la caractérisait. Les collègues enseignants de Camille brossèrent le même portrait. Madame Fontaine, la directrice de Heo, l'école primaire, insista sur son professionnalisme exemplaire. Camille était de ces enseignantes rares qui transforment vraiment la vie de leurs élèves. Elle avait cette capacité magnifique de révéler les talents cachés, d'encourager les plus timides. Les parents nous la réclamaient spécifiquement pour leurs enfants. Monsieur Leblanc, son collègue le plus proche, apporta une nuance intéressante. Il y a quelques semaines, Camille m'a confié qu'elle avait l'impression d'être observée. Rien de précis, juste une sensation diffuse quand elle rentrait de l'école le soir. Je lui ai dit que C était probablement le stress pré-mariage et elle a semblé se rassurer. Cette révélation fit bondir le cœur de Marie-Claire. « Pourquoi ne m'en a-t-elle pas parlé » murmura-t-elle, le visage blême. L'inspecteur Morvan nota soigneusement cette information et demanda à Monsieur Leblanc de préciser. C'était vraiment très vague, tempéra l'enseignant. Elle n'avait jamais vu personne de suspect, jamais été suivie ouvertement. Était plutôt cette sensation étrange qu'on peut avoir parfois, sans raison logique. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance sur le moment. Étienne, interrogé séparément, nia catégoriquement avoir été informé de ses impressions. Camille me disait tout, affirma-t-il avec conviction. Si elle avait ressenti une menace quelconque, elle m'en aurait parlé immédiatement. Nous n'avions aucun secret l'un pour l'autre. Cette certitude absolue troubla légèrement l'inspecteur Morvan. Dans les couples même les plus unis, il existait toujours des zones d'ombre, des pensées gardées pour soi. Cette transparence revendiquée par Étienne sonnait presque trop parfaite. Les recherches physiques s'intensifièrent. Les gendarmes et les bénévoles ratissèrent méthodiquement tous les sentiers côtiers sur un rayon de 20 km. Les grottes naturelles creusées dans les falaises furent explorées une à une. Les anciennes carrières abandonnées, les puits désaffectés, les ruines de vieilles fermes, aucun recoin ne fut négligé. Une équipe de plongeurs fouilla les eaux peu profondes près du rivage, là où les courants auraient pu porter un corps tombé accidentellement. Mais l'Atlantique garda ses secrets. Les marées montantes et descendantes n'apportèrent aucun indice, aucun vêtement, aucune trace de Camille. Marguerite, la coiffeuse, fut interrogée à plusieurs reprises. Son témoignage restait inchangé. Camille était partie de chez elle vers 10 heures, parfaitement sereine, rayonnante d'anticipation heureuse. « Elle m'a embrassé comme elle le faisait toujours », répétait Marguerite en pleurant. Avec cette tendresse naturelle qu'elle avait pour tout le monde. Jamais je n'oublierai son sourire quand elle m'a dit au revoir. Le parcours entre la maison de beauté et la Pousada fut reconstitué minute par minute. Chaque témoin qui avait croisé Camille fut interrogé. Le boulanger, le facteur, Madame Leclerc qui tenait l'épicerie, tous confirmaient l'avoir vue passer, apparemment détendue, vers 10h15. Mais au-delà de la place centrale, plus personne ne l'avait aperçue. Cette place centrale devint le point focal de l'enquête. Bordée de platanes centenaires, elle constituait le cœur historique de Saint-Lunaire.
Plusieurs ruelles étroites s'en échappaient dans différentes directions. Camille aurait dû emprunter la rue des Mimosas pour rejoindre directement la Pousada, mais elle avait peut-être été attirée par autre chose, distraite par une rencontre fortuite. L'inspecteur Morvan fit installer un petit bureau temporaire dans la mairie pour recevoir tous les témoignages, même les plus anodins. Les habitants de Saint-Lunaire défilèrent, chacun apportant son fragment de mémoire, son bout d'information. Mais ces puzzles de souvenirs ne formaient aucune image cohérente. Madame Garec, une retraitée qui habitait rue des Mimosas, assura avoir entendu un bruit de moteur vers 10h30. « Pas une voiture locale », précisa-t-elle. « Un moteur que je ne connaissais pas, qui a démarré assez brusquement. » Mais quand l'inspecteur lui demanda de décrire le véhicule, elle avoua ne pas l'avoir vu. Monsieur Tanguy, qui promenait son chien sur la place vers 10h, se souvenait vaguement d'un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il regardait les affichages de la mairie, dit-il. Il avait l'air de chercher quelque chose, ou quelqu'un. Mais je n'y ai pas fait attention sur le moment. Ces témoignages fragmentaires créaient plus de confusion que de clarté. Chaque piste semblait prometteuse au début, puis s'évanouissait dans l'imprécision des souvenirs, l'incertitude des perceptions humaines. Au 5e jour de recherche, une découverte inattendue relança momentanément l'espoir. Dans un fossé bordant la route départementale qui reliait Saint-Lunaire à Dinard, un promeneur trouva un foulard de soie beige. Marie-Claire l'identifia immédiatement. C'était celui que Camille portait souvent au printemps, celui qu'elle avait reçu en cadeau d'anniversaire l'année précédente. L'analyse de ce foulard ne révéla rien de déterminant. Aucune trace d'ADN étranger, aucun indice de lutte ou de violence. Il était simplement tombé là, peut-être emporté par le vent, peut-être délibérément abandonné. Cette découverte souleva autant de questions qu'elle en résolut. L'hypothèse d'un enlèvement commença à prendre forme dans l'esprit des enquêteurs. Mais qui aurait voulu du mal à Camille? Elle n'avait pas d'ennemis connus, pas d'ex-petit ami vindicatif, pas de dettes impayées. Sa vie était un livre ouvert, dépourvu des zones sombres qui attirent généralement les prédateurs. Étienne subit un interrogatoire approfondi. Son alibi était solide. Des dizaines de témoins l'avaient vu au salon de réception depuis l'aube, supervisant les préparatifs. Mais l'inspecteur Morvan devait explorer toutes les possibilités, même les plus dérangeantes. « Monsieur Roussel », lui demanda-t-il directement, « y avait-il des tensions dans votre couple que vous pourriez avoir dissimulées? Des désaccords sur l'avenir, des différences d'opinion qui auraient pu effrayer Camille ?» Étienne répondit avec une émotion palpable. « Inspecteur, Camille était l'amour de ma vie. Nous partagions les mêmes valeurs, les mêmes rêves. Si elle avait eu des doutes sur notre union, elle me l'aurait dit. C était sa nature, directe, honnête, incapable de faux semblants. Cette sincérité apparente ne dissipait pas entièrement les soupçons. Dans les affaires de disparition, le conjoint était statistiquement le premier suspect, mais tous les éléments de l'enquête corroboraient la version d'Étienne, un couple aimant, uni, sans histoire cachée. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Les journaux de Rennes et de Nantes publièrent des articles émotionnels sur « la mariée volatilisée de Bretagne ». La télévision régionale diffusa des appels à témoins. La photo de Camille, souriante et lumineuse, étala sur les premières pages, accompagnée de titres sensationnels qui firent frémir Marie-Claire. Cette médiatisation eut un effet pervers. Les fausses pistes se multiplièrent. Des témoins de bonne foi croyaient l'avoir aperçue dans des trains, des hôtels, des cafés de villes lointaines. Chaque signalement nécessitait une vérification, mobilisant des ressources précieuses pour des chimères. Une théorie particulièrement douloureuse émergea dans les conversations locales. Et si Camille avait volontairement choisi de disparaître? Si l'approche du mariage avait réveillé des peurs enfouies, des doutes existentiels qu'elle n'avait pas osé exprimer? Cette hypothèse blessait profondément Marie-Claire et Étienne, mais elle devait être envisagée. « Ma fille N n'était pas une lâche », martelait Marie-Claire avec véhémence.
Si elle avait eu des réticences, elle nous en aurait parlé. Camille affrontait toujours les difficultés de face, avec courage et maturité. Mais l'inspecteur Morvan savait que les êtres humains gardent parfois leurs tourments les plus profonds pour eux-mêmes, même face à leurs proches les plus aimés. La perspective d'un engagement définitif peut révéler des angoisses insoupçonnées, des claustrophobies relationnelles qui explosent au moment le moins attendu. 10 jours après la disparition, un sentiment de lassitude commença à s'installer dans la communauté. Les recherches continuaient, mais avec moins d'intensité. Émotion initiale, cédait la place à une résignation douloureuse. Saint-Lunaire reprenait progressivement sa vie normale, malgré l'absence béante de Camille. Le salon de réception, vue sur mer, théâtre du mariage qui n'avait jamais eu lieu, ferma temporairement ses portes. Son propriétaire, bouleversé par le drame, ne supportait plus de voir cette salle préparée pour la fête qui s'était muée en tragédie. Les fleurs avaient fané, les tables avaient été desservies, mais l'écho de l'attente et du désespoir semblait imprégner les murs. Étienne sombra dans une mélancolie profonde. Ses amis et sa famille tentèrent de le soutenir, mais il s'enfonçait dans un mutisme inquiétant. Il parcourait les rues de Saint-Lunaire à toute heure, espérant un miracle qui ne venait pas. Ses traits se creusaient, ses vêtements flottaient sur son corps amaigri. Le chagrin le dévorait littéralement. Marie-Claire puisait sa force dans l'action. Elle distribuait des tracts avec la photo de Camille dans tous les villages environnants. Elle interrogeait les automobilistes aux stations-service, sollicitait les chauffeurs de bus, contactait les hôtels de la région. Cette quête effrénée était sa façon de ne pas sombrer, de garder vivante l'espérance. Mais au fond d'elle-même, une certitude terrible grandissait. Sa fille ne reviendrait pas. Quelque chose d'irréparable s'était produit ce matin du 12 mai, quelque chose qui avait brisé à jamais l'harmonie de leur petit monde. Et personne ne semblait capable de comprendre quoi. Elle était 1989, s'étira lentement sur Saint-Lunaire, apportant avec lui les touristes habituels qui ignoraient tout du drame qui avait secoué la petite communauté. Les cafés retrouvèrent leur animation. Les plages se peuplèrent de familles venues profiter de l'air marin, mais pour ceux qui avaient connu Camille, chaque journée ensoleillée sonnait comme un rappel cruel de son absence. Marie-Claire avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Ses cheveux avaient blanchi prématurément, et ses yeux portaient cette tristesse particulière des mères endeuillées qui ne peuvent pas faire leur deuil. Elle continuait à maintenir la chambre de Camille exactement comme elle l'avait laissée, espérant secrètement que sa fille franchirait un jour la porte avec son sourire lumineux et une explication rationnelle à sa disparition. Étienne avait pris la décision douloureuse de quitter Saint-Lunaire à la fin de l'année scolaire. Il ne supportait plus de croiser quotidiennement les lieux chargés de souvenirs, ces endroits où Camille et lui avaient construit leur rêve d'avenir. Chaque rue lui rappelait leur promenade, main dans la main. Chaque café évoquait leur conversation tendre. Chaque coucher de soleil sur l'océan ravivait la douleur de sa perte. L'inspecteur Morvan continuait ses investigations avec une détermination que l'administration ne comprenait plus. Officiellement, l'affaire restait ouverte, mais les ressources allouées diminuaient progressivement. D'autres cas réclamaient son attention. D'autres urgences sollicitaient des forces de police. Pourtant, il ne parvenait pas à se résoudre à classer ce dossier qui le hantait. « Il y a quelque chose qui nous échappe », confiait-il à son adjoint, le brigadier Lemoine. Les gens ne disparaissent pas simplement dans une ville de cette taille, par une belle matinée de mai, sans laisser la moindre trace. Il y a forcément un élément que nous n'avons pas vu, un détail qui nous a échappé. Le brigadier Lemoine, plus pragmatique, penchait pour la thèse de l'accident. Peut-être est-elle tombée dans une crevasse naturelle que nous n'avons pas trouvée. Ou alors, elle a eu un malaise et quelqu'un l'a secourue sans se manifester. Il y a parfois des explications simples aux mystères les plus compliqués. Mais l'inspecteur Morvan secoua la tête.
Son instinct lui disait qu'une volonté humaine était à l'origine de cette disparition. Quelqu'un avait croisé la route de Camille ce matin-là. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'elle arrive à son mariage. Restait à comprendre qui et pourquoi. Au cours de l'automne, une information troublante parvint aux enquêteurs. Madame Bernstein, la propriétaire de la Pousada Océan Bleu, se souvenait soudain d'un détail qu'elle avait négligé lors des premiers interrogatoires. Le matin du mariage, elle avait engagé un employé temporaire pour l'aider avec l'affluence inhabituelle de clients. Il était venu se présenter la veille, expliqua-t-elle à l'inspecteur Morvan. Un homme discret, poli, qui parlait avec un léger accent que je n'arrivais pas à identifier. Il disait avoir été recommandé par une connaissance de la famille Morel, mais quand j'ai voulu vérifier, personne ne semblait savoir de qui il s'agissait. Cette révélation fit l'effet d'une bombe dans l'enquête. Comment avait-il pu passer à côté d'un élément si important? Madame Bernstein fut interrogée en détail sur cet homme mystérieux. Il était de taille moyenne, brun, âgé d'une quarantaine d'années environ, très correct dans sa présentation, mais il y avait quelque chose dans son regard, une intensité qui me mettait mal à l'aise. Il posait beaucoup de questions sur l'organisation de la journée, les horaires, les allées et venues prévues. L'inspecteur Morvan sentit son pouls s'accélérer. Qu'est-il devenu après la disparition de Camille? C'est justement ce qui est étrange, répondit Madame Bernstein. Quand l'agitation a commencé, quand nous nous sommes tous inquiétés de l'absence de Camille, il a simplement disparu. Je ne l'ai plus revu. Sur le moment, avec toute cette confusion, je n'y ai pas pensé. Mais maintenant que vous me le demandez, c'est effectivement troublant. Cette piste relança l'enquête avec une énergie nouvelle. L'inspecteur Morvan fit diffuser le signalement de cet homme dans toute la région. Interrogea à nouveau tous les témoins pour savoir s'ils l'avaient aperçu le matin du 12 mai. Mais personne ne se souvenait de lui, comme s'il s'était volatilisé en même temps que Camille. Marie-Claire fut bouleversée par cette révélation. « Vous voulez dire qu'un inconnu rôdait autour de ma fille le jour de son mariage? Qu'il le épiait peut-être depuis des jours ?» Cette possibilité la terrifiait rétrospectivement. Si seulement ils avaient su, s'ils avaient été plus vigilants. L'automne céda la place à un hiver particulièrement rigoureux. Les tempêtes atlantiques balayaient la côte bretonne avec une violence inhabituelle, comme si la nature elle-même portait le deuil de Camille. Les recherches devinrent plus difficiles, les témoins plus rares, l'espoir plus ténu. Étienne était parti s'installer à Nantes, où il avait trouvé un poste dans un collège de banlieue. Il écrivait régulièrement à Marie-Claire, des lettres empreintes d'une mélancolie poignante, où il évoquait ses nuits d'insomnie, ses rêves, où Camille lui apparaissait vivante et souriante, ses réveils brutaux dans la réalité de son absence. « Je ne sais pas comment continuer sans elle », écrivait-il. Chaque matin, j'oublie pendant quelques secondes qu'elle n'est plus là. Je me réveille en pensant lui raconter mes rêves, lui préparer son thé comme j'avais l'habitude de faire. Et puis, la réalité me rattrape, froide et impitoyable. Marie-Claire gardait précieusement ses lettres. Elles étaient l'un des rares liens qui la rattachaient encore à la période heureuse où sa fille était vivante et amoureuse. Elle lui répondait avec tendresse, tentant de le réconforter, tout en puisant dans ses échanges la force de continuer. L'affaire Camille Morel avait désormais dépassé les frontières de la Bretagne. Des journalistes d'investigation étaient emparés du mystère, proposant diverses théories plus ou moins farfelues. Certains évoquaient un réseau de traite des êtres humains, d'autres imaginaient une secte mystérieuse qui aurait enlevé la jeune femme. Ces spéculations blessaient profondément la famille et les proches, qui voyaient la mémoire de Camille instrumentalisée par des récits sensationnalistes. Au printemps 1990, soit un an après la disparition, une cérémonie commémorative fut organisée à Saint-Lunaire. Toute la communauté se rassembla sur la place centrale, là où Camille avait été vue pour la dernière fois. Marie-Claire prononça quelques mots émouvants sur sa fille, évoquant sa générosité, sa joie de vivre, l'impact positif qu'elle avait eu sur tous ceux qui l'avaient connue.
Camille nous a enseigné l'importance de chaque instant partagé, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. Elle nous a montré que l'amour et la bienveillance sont les seules choses qui comptent vraiment dans l'existence. Où qu'elle soit maintenant, je sais qu'elle voudrait que nous continuions à porter ces valeurs. L'inspecteur Morvan assistait à cette cérémonie, le cœur lourd. Il n'avait toujours aucune réponse à offrir à cette mère éplorée. Aucune explication à donner à cette communauté endeuillée. L'enquête piétinait malgré ses efforts constants. Pourtant, il ne renonçait pas. Régulièrement, il reprenait le dossier, relisait chaque témoignage, réexaminait chaque indice. Il avait développé une véritable obsession pour cette affaire qui résistait à toutes ses tentatives d'élucidation. C'est au cours d'une de ses relectures minutieuses qu'un détail lui sauta aux yeux. Dans sa première déposition, Madame Bernstein avait mentionné que l'employé temporaire parlait avec un léger accent qu'elle n'arrivait pas à identifier. Plus tard, elle avait précisé qu'il posait beaucoup de questions sur l'organisation de la journée. L'inspecteur Morvan se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment creusé cette piste de l'accent. Quel type d'accent? Régional français? Étranger? Cette information pourrait être cruciale pour identifier l'homme mystérieux. Il retourna interroger Madame Bernstein, lui demandant de fouiller sa mémoire pour retrouver les nuances de ce qu'elle avait entendu. Après réflexion, elle pencha pour un accent d'Europe de l'Est, peut-être polonais ou tchèque. Il roulait légèrement les R, et sa façon de construire ses phrases n'était pas tout à fait française, précisa-t-elle. Mais il maîtrisait bien notre langue. Je n'étais pas quelqu'un qui venait d'arriver en France. Cette information ouvrait de nouvelles perspectives. L'inspecteur Morvan contacta les services d'immigration pour vérifier s'il y avait eu récemment des arrivées de ressortissants d'Europe de l'Est dans la région. Les années 1980 avaient vu quelques vagues de migration politique, et il était possible que l'homme en question fasse partie de ces populations déplacées. Les recherches dans les fichiers administratifs ne donnèrent aucun résultat probant. Trop de personnes correspondaient vaguement au profil, et aucune piste ne semblait mener nulle part. L'inspecteur Morvan se heurtait à nouveau à un mur. Les saisons se succédaient, apportant chacune son lot de faux espoirs et de déceptions. Des témoins occasionnels croyaient reconnaître Camille dans des lieux touristiques. Des familles en vacances rapportaient avoir aperçu une jeune femme ressemblante. Chaque signalement était vérifié consciencieusement, mais aucun ne correspondait à la réalité. Marie-Claire s'accrochait à ses chimères avec l'énergie du désespoir. Elle parcourait parfois des centaines de kilomètres pour suivre une piste qui s'avérait être une illusion. Son entourage s'inquiétait de cette quête obsessionnelle qui l'épuisait physiquement et moralement. « Il faut que vous acceptiez de faire votre deuil », lui conseillait doucement le docteur Rousseau, le médecin de famille. « Votre organisme et votre esprit ne peuvent pas supporter indéfiniment cette tension. Camille aurait voulu que vous preniez soin de vous. » Mais Marie-Claire refusait catégoriquement cette idée. Faire son deuil signifiait accepter la mort de sa fille. Or, elle n'avait aucune preuve de cette mort. Tant qu'il subsistait une infime possibilité que Camille soit vivante quelque part, elle ne pourrait jamais abandonner. Les années écoulèrent ainsi, dans cette suspension douloureuse entre espoir et résignation. Saint-Lunaire avait fini par s'habituer au mystère de Camille, comme on s'habitue à vivre avec une blessure qui ne guérit pas. Son nom revenait parfois dans les conversations, accompagné de soupirs et de hochements de tête pensifs. L'inspecteur Morvan prit sa retraite en 1995, non sans avoir transmis le dossier à son successeur avec une recommandation pressante de ne jamais classer l'affaire définitivement. « Cette jeune femme mérite que nous continuions à chercher la vérité », insista-t-il. « Quelque part, il y a encore des réponses à trouver. » Mais son successeur, l'inspecteur Dubois, avait d'autres priorités et moins d'attachement émotionnel à cette enquête qui avait déjà mobilisé tant de ressources. Le dossier Camille Morel rejoignit progressivement les archives, consulté de moins en moins fréquemment, relégué au rang des mystères irrésolus. C'est dans ce contexte d'oubli progressif qu'intervint l'événement qui allait tout changer.
Un matin de juillet 1996, soit 7 années après la disparition, Hervé Leclerc, un pêcheur de Cancale, remarqua un objet inhabituel dérivant dans les eaux calmes de la baie. Intrigué, il dirigea sa barque vers cette forme sombre qui flottait mollement au gré des courants. Ce qu'il découvrit le bouleversa au point qu'il en parla encore des années plus tard avec émotion. C était une vieille malle de cuir, rongée par le sel et colonisée par les crustacés, mais étonnamment bien conservée. Quelque chose dans son aspect lui dit immédiatement qu'elle renfermait des secrets importants. Hervé Leclerc contempla longuement cette malle mystérieuse avant de la hisser dans son bateau. Pêcheur expérimenté, il avait l'habitude de croiser toutes sortes d'objets portés par les marées, mais celui-ci dégageait une aura particulière qui le troublait. Le cuir, malgré son séjour prolongé dans l'eau salée, avait gardé une noblesse qui trahissait sa qualité d'origine. De retour au port de Cancale, Hervé hésita longuement avant d'ouvrir cette malle. Une intuition profonde lui disait qu'elle contenait des éléments dramatiques, des fragments d'une histoire humaine qu'il n'était peut-être pas préparé à découvrir. Finalement, la curiosité l'emporta sur l'appréhension. À l'intérieur, soigneusement protégé par une toile cirée qui avait remarquablement résisté à l'humidité, se trouvaient des objets qui lui serrèrent immédiatement le cœur. Une brosse à cheveux en argent ciselé, encore ornée de quelques mèches châtaines. Des papiers d'identité au nom de Camille Morel. Une photographie en noir et blanc où souriait une jeune femme radieuse. Et, pliée avec un soin religieux, un vestido de mariée d'une pureté saisissante. Hervé comprit instantanément qu'il venait de trouver les derniers témoins de la disparition qui avait marqué toute la région. Ses mains tremblaient en manipulant ces reliques chargées de émotion. Le vestido, en particulier, le bouleversait par sa beauté intacte et la tragédie qu'il représentait. Cette robe n'avait jamais servi, n'avait jamais connu la joie pour laquelle elle avait été créée. Sans perdre de temps, il contacta la gendarmerie de Saint-Malo. L'information remonta rapidement jusqu'à l'inspecteur Dubois, qui hérita ainsi de la responsabilité de rouvrir officiellement le dossier Camille Morel. Malgré ses réticences initiales, il ne pouvait ignorer l'importance de cette découverte. Marie-Claire fut prévenue dans l'après-midi. Quand elle entendit la voix de l'inspecteur au téléphone, son cœur s'emballa immédiatement. Après 7 années de silence, tout appel officiel prenait une dimension dramatique. « Madame Morel, » dit doucement l'inspecteur Dubois, « nous avons retrouvé des affaires personnelles de votre fille. Je vais venir chez vous pour vous en parler, si vous le voulez bien. » Marie-Claire s'effondra sur sa chaise de cuisine, submergée par une vague d'émotions contradictoires. D'un côté, l'espoir fou que cette découverte apporte enfin des réponses. De l'autre, la terreur de ce que ces réponses pourraient révéler. 7 ans d'attente avait forgé en elle une résistance particulière, mais ce nouveau rebondissement la prenait au dépourvu. L'inspecteur Dubois arriva en fin d'après-midi, accompagné d'une assistante sociale et d'un médecin. Il savait que cette révélation pouvait avoir des conséquences psychologiques importantes sur une mère qui avait vécu si longtemps dans l'incertitude. Quand Marie-Claire vit les objets de sa fille étalés sur sa table de salon, elle poussa un cri déchirant qui résonna longtemps dans la petite maison. Reconnaître la brosse qu'elle avait offerte à Camille pour ses 20 ans, toucher les vêtements qui portaient encore son parfum, contempler le vestido qui aurait dû la voir rayonner de bonheur. Cette confrontation avec les vestiges de sa fille la submergea complètement. « Où l'avez-vous trouvée ?» balbutia-t-elle entre 2 sanglots. « Où était-elle pendant toutes ces années ?» L'inspecteur Dubois lui expliqua les circonstances de la découverte, la dérive dans la baie de Cancale, et l'état remarquable de conservation des objets. Mais chaque détail soulevait de nouvelles interrogations angoissantes. « Et pourquoi le vestido était-il dans cette malle ?» demanda Marie-Claire. Elle devait se changer à la poussada. Comment ces affaires ont-elles pu se retrouver en mer? Ces questions taraudaient également l'inspecteur Dubois. La présence du vestido de mariée dans cette malle suggérait que Camille était retournée le chercher, ou qu'elle avait été interceptée avant d'arriver à la pousada. Mais dans ce cas,
comment expliquer que personne ne l'ait vue? Une analyse approfondie de la malle et de son contenu fut immédiatement ordonnée. Les experts en criminalistique espéraient y trouver des indices ADN, des fibres textiles, des traces de produits chimiques qui pourraient éclairer les circonstances de la disparition. Pendant ce temps, l'information de la découverte se répandit comme une traînée de poudre dans Saint-Lunaire et les communes environnantes. Après 7 années de silence, l'affaire Camille Morel revenait brutalement au premier plan, ravivant toutes les émotions et toutes les théories. Étienne, prévenu par téléphone dans son appartement nantais, prit immédiatement la route pour Saint-Lunaire. Il n'avait pas remis les pieds dans la petite ville depuis son départ, mais cette découverte réveillait en lui un besoin impérieux de comprendre, de participer aux recherches, de rendre hommage à la mémoire de Camille. Les retrouvailles entre Marie-Claire et Étienne furent déchirantes. 7 années de séparation avaient creusé leurs visages, blanchi leurs cheveux, mais leur chagrin commun créait immédiatement une complicité douloureuse. Ils pleurèrent ensemble sur le vestido que Camille n'avait jamais porté, sur tous ses rêves brisés qui ressurgissaient avec une acuité nouvelle. « Je n'ai jamais cessé de l'aimer », murmura Étienne en caressant délicatement le tissu du vestido. Même après toutes ces années, même en sachant qu'elle ne reviendrait pas, mon cœur lui appartient encore. Marie-Claire serra les mains d'Étienne dans les siennes. Cet homme qui aurait dû être son gendre incarnait tout ce que sa fille avait perdu, tout l'avenir qui lui avait été volé. Sa présence était à la fois réconfortante et déchirante. L'inspecteur Dubois, confronté à cette dimension émotionnelle intense, décida de reprendre l'enquête depuis le début. Il consulta minutieusement tous les dossiers de son prédécesseur, relut chaque témoignage, réexamina chaque piste. La découverte de la malle changeait potentiellement toute la perspective de l'affaire. Le détail qui le frappa le plus était la mention de cet employé temporaire mystérieux à la Pousada. Pourquoi l'inspecteur Morvan n'avait-il pas approfondi cette piste? En relisant attentivement les notes, il comprit que les recherches étaient heurtées à un mur. Aucune trace administrative, aucun témoin fiable, aucun signalement précis. L'inspecteur Dubois décida d'adopter une approche différente. Au lieu de chercher l'identité de cet homme, il s'attacha à comprendre ses motivations. Pourquoi quelqu'un aurait-il voulu s'infiltrer dans l'organisation du mariage de Camille? Quel intérêt pouvait représenter cette jeune femme sans histoire pour un inconnu? Cette réflexion l'amena à explorer une piste que ses prédécesseurs avaient négligée, l'héritage familial de Camille. Et si cette disparition n'était pas liée à sa personne même, mais à quelque chose qu'elle possédait ou qu'elle aurait pu révéler? Les recherches dans les archives familiales révélèrent un élément troublant. Le père de Camille, décédé 5 ans avant sa disparition, avait été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait participé à plusieurs réseaux d'évasion et caché des documents importants, notamment des listes de collaborateurs et des preuves de spoliation de biens juifs. Marie-Claire confirma que son mari lui avait effectivement parlé de papiers importants cachés quelque part, mais elle n'avait jamais su de quoi il s'agissait exactement. Il disait que était pour plus tard, quand les gens seraient prêts à entendre certaines vérités, se souvenait-elle. Cette révélation ouvrait une perspective vertigineuse. Et si Camille avait découvert l'emplacement de ces documents? Et si quelqu'un, 40 ans après la guerre, cherchait encore à faire disparaître ces preuves compromettantes? L'inspecteur Dubois contacta les services d'archives départementales et nationales pour vérifier cette hypothèse. Il découvrit que plusieurs affaires similaires avaient eu lieu dans l'ouest de la France au cours des années 1980. Des vols mystérieux dans des maisons de résistants décédés, des cambriolages ciblés où seuls les documents anciens avaient disparu. Il existe peut-être un réseau organisé qui cherche à effacer les traces du passé, expliqua-t-il à Marie-Claire et Étienne. Des personnes qui ont intérêt à faire disparaître certains témoignages de l'occupation. Votre fille aurait pu être une gêne pour eux.
Cette théorie, aussi troublante soit-elle, apportait enfin une logique à l'incompréhensible disparition de Camille. Elle expliquait la préméditation évidente, l'infiltration dans l'organisation du mariage, l'absence totale de traces. Des professionnels avaient planifié et exécuté cet enlèvement avec une précision militaire. Mais cette explication, si rationnelle soit-elle, ne rendait pas Camille à sa mère. Elle ne diminuait en rien la douleur de l'absence, ne comblait pas le vide immense laissé par sa disparition. Au contraire, elle ajoutait une dimension tragique supplémentaire. Camille avait payé de sa vie des secrets qu'elle ne connaissait même pas. L'enquête prit une nouvelle orientation. L'inspecteur Dubois chercha désormais à identifier les descendants ou les complices de collaborateurs que les documents du père de Camille auraient pu compromettre. UC était un travail de fourmi qui nécessitait de fouiller dans des archives sensibles, de croiser des informations éparpillées sur plusieurs décennies. Au bout de plusieurs mois de recherches acharnées, une piste prometteuse émergea. Un nom revenait régulièrement dans les documents de résistance consultés. Celui d'un industriel local qui avait profité de l'occupation pour s'enrichir en spoliant des entreprises juives. Cet homme était mort depuis longtemps. Mais sa famille avait conservé une position sociale importante dans la région. L'inspecteur Dubois découvrit que le fils de cet industriel, devenu lui-même chef d'entreprise prospère, employait depuis les années 1970 plusieurs immigrés d'Europe de l'Est dans ses usines. Certains d'entre eux avaient des passés troubles, des zones d'ombre dans leur parcours que personne n'avait jamais cherché à éclaircir. Cette découverte fit bondir le cœur de l'enquêteur. Et si l'employé temporaire mystérieux de la Pousada faisait partie de ce réseau? Et si cette disparition était le résultat d'un plan minutieusement orchestré pour protéger des intérêts familiaux et financiers considérables? Malheureusement, prouver cette théorie s'avérait extrêmement difficile. Trop de temps avait passé, trop de témoins potentiels avaient disparu, trop de preuves s'étaient volatilisées. L'inspecteur Dubois se heurtait à un mur de silence et de complicité qui semblait infranchissable. En 2001, 12 années après la disparition de Camille, la justice française prit la décision douloureuse de classer définitivement l'affaire. Malgré les efforts considérables déployés, malgré les pistes explorées et les théories développées, aucune preuve tangible n'avait pu être établie. Le mystère demeurait entier. Marie-Claire accueillit cette nouvelle avec une résignation amère. Elle avait vieilli en même temps que l'enquête. Ses forces déclinaient, son espoir s'amenuisait. Mais au fond de son cœur, elle gardait intact l'amour pour sa fille et la certitude que la vérité finirait un jour par éclater. Camille mérite mieux que l'oubli, déclara-t-elle lors d'une dernière conférence de presse. Même si nous ne saurons jamais exactement ce qui lui est arrivé, même si ses agresseurs échappent à la justice humaine, sa mémoire demeurera vivante. Elle était la bonté incarnée, la générosité absolue. Personne ne pourra jamais effacer ce qu'elle a apporté au monde pendant ses 26 années d'existence. Aujourd'hui, sur le promontoire qui surplombe la baie de Saint-Lunaire, une stèle de granit porte le nom de Camille Morel. Les habitants ont tenu à honorer sa mémoire, à perpétuer le souvenir de cette jeune femme qui incarnait si bien l'âme généreuse de leur communauté. La plaque de bronze qui orne ce mémorial porte une inscription qui résume toute la poésie tragique de cette histoire. Ce que la mer rend n'est pas toujours ce qu'elle a pris. Car effectivement, l'océan a rendu le vestis d'eau de Camille, ses effets personnels, les preuves matérielles de son existence. Mais il a gardé pour lui le secret de sa disparition, l'explication de ce matin du 12 mai 1989 où tout a basculé. Les touristes qui découvrent ce mémorial s'arrêtent souvent, intrigués par cette inscription énigmatique. Certains demandent des explications aux habitants, qui racontent alors l'histoire de Camille avec cette émotion intacte que suscitent les injustices irréparables. D'autres photographient simplement cette stèle face à l'immensité marine, sans savoir qu'elle abrite l'une des plus poignantes histoires d'amour inachevées de la côte bretonne. Marie-Claire s'est éteinte en 2010,
sans avoir jamais revu sa fille. Jusqu'à son dernier souffle, elle a gardé l'espoir qu'un miracle lui apporterait enfin les réponses qu'elle cherchait depuis tant d'années. Étienne était présent à ses obsèques, portant en lui le double chagrin de ces deux femmes qui avaient illuminé sa vie. Le mystère de Camille Morel demeure aujourd'hui l'une des affaires non résolues les plus troublantes de l'ouest de la France. Régulièrement, des journalistes ou des enquêteurs amateurs tentent de percer ce secret, proposent de nouvelles théories, imaginent de nouveaux coupables. Mais la vérité résiste, protégée par le temps et peut-être par des volontés qui la dépassent. Ce qui reste, au-delà du mystère et de la tragédie, c'est le souvenir d'une jeune femme exceptionnelle qui a touché tous ceux qui l'ont connue. Camille Morel était de ces êtres rares qui illuminent le monde par leur simple présence, qui donnent envie de croire en la bonté humaine, qui laissent après eux un parfum de éternité. Son histoire nous rappelle la fragilité de nos bonheurs, l'importance de chérir chaque instant partagé avec ceux que nous aimons. Elle nous enseigne aussi que certains mystères dépassent notre entendement, que la justice humaine a ses limites, mais que l'amour véritable transcende la mort et l'oubli. Alors que vous fermez ce récit, pensez à Camille Morel, à son sourire lumineux, à ses rêves brisés, à tous ceux qui l'ont aimée et qui portent encore sa mémoire. Pensez aussi à toutes ces histoires similaires qui se vivent aujourd'hui, à tous ces êtres chers qui disparaissent sans laisser de traces, à toutes ces familles qui cherchent désespérément des réponses. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous des émotions profondes, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Laissez-nous vos impressions, vos théories, vos propres histoires dans les commentaires. Car c'est en gardant vivante la mémoire de ces drames humains que nous honorons la dignité de ceux qui ont souffert. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui explorent les mystères de l'âme humaine. Ces histoires vraies qui nous rappellent que la réalité dépasse souvent la fiction. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes, car chaque histoire mérite d'être connue, chaque victime mérite d'être respectée. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a ému, car votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires avec le respect et la sensibilité qu'elles méritent. Vos témoignages, vos réflexions, vos partages nous touchent profondément et nous encouragent à poursuivre ce travail de mémoire. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que Camille Morel et toutes les victimes d'injustice ne sombrent jamais dans l'oubli. Leur lumière continue de briller à travers nos cœurs et nos consciences, nous rappelant que l'amour est plus fort que la mort, que la vérité finit toujours par triompher, même si cela prend du temps. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et souvenez-vous que chaque jour est un cadeau précieux qu'il faut savourer pleinement. End of story.